Bonjour. Vous savez, ça a l'air banal de dire que l'amour romantique, c'est basé sur le manque que deux personnes ressentent et puis que tout d'un coup découvrent l'un et l'autre qu'ils ont trouvé la clé pour combler leur manque. Et puis que ça crée du romantisme. Et puis que un amour qui part comme ça risque beaucoup de s'épuiser après quelque temps parce qu'une fois que votre manque, l'expérience de votre manque n'est plus ressentie parce qu'il est comblé, mais là, vous voyez plus l'autre d'une façon aussi romantique parce que vous voyez tous les autres aspects parce que votre manque, lui, il est comblé. Alors, soit le manque n'est pas comblé puis vous êtes frustré de cette relation-là, soit le manque est comblé puis vous êtes frustré que la relation n'est plus romantique. Alors, il y a comme une impasse là-dedans. Mais ça a l'air banal de dire ça parce que, logiquement, sur le plan de la connaissance, ça fait du bon sens. On le sait. Oui, mais on le sait, puis en même temps, même si on le sait pas bien. On le sait pas de la bonne manière. Pourquoi personne ne le comprend, ce message-là? Pourquoi il circule? Tout le monde semble, oui, ça a du bon sens, on est d'accord, mais ça passe pas. Alors, pourquoi? Alors, moi, je pense parce que la seule expérience qu'on a de la vie, c'est l'expérience de vivre de la manière matérialiste. Dans nos sociétés, on vit tous depuis quelques siècles d'une manière matérialiste, c'est-à-dire que toute la vie consiste à ressentir des manques, à aller chercher, à combler notre manque à l'extérieur de nous autres. C'est la conception fondamentale de ce qu'est l'existence humaine. On s'en rend pas compte, c'est un paradigme, c'est comme un programme par défaut. Alors on est né là-dedans, tout le monde vit là-dedans, et on pense même pas. C'est comme la seule manière par défaut d'être humain. Et c'est pourquoi, même si on montre rationnellement là, que ça amène des souffrances, que ça nous mène dans des cul-de-sac sur le plan de l'amour romantique, OK, on se dit, on le sait, mais comme chacun doit se dire, ben, pas moi. Moi, ça ne m'arrivera pas. Moi, je ne suis pas pareil. Moi, ça va être différent. Dans mon cas, c'est pas pareil. Parce qu'on n'est pas conscient du tout que c'est cette expérience-là qui est notre expérience par défaut. On n'en est pas conscient, personne. Alors, en d'autres mots, clairement, là, on vit tout faux, notre existence humaine, à partir d'un paradigme qui est faux, qui est une illusion. Et comme c'est la seule expérience qu'on connaît, on est tous convaincus que c'est notre identité fondamentale. Alors, que quelqu'un arrive et qu'il dise « Hey, l'amour romantique, là, c'est parce que vous manquez de quelque chose. » Ouais, c'est vrai, mais ça va pas plus loin. Alors, c'est pourquoi je prends la peine de faire ces vidéos-là puis d'écrire un livre sur le sort du couple. C'est pour essayer de sensibiliser les amoureux qu'il y a une autre expérience d'être humain que celle qui est le programme par défaut. Et pour remettre en question l'expérience amoureuse, il faut être convaincu qu'il y a une autre façon d'être humain que l'expérience par défaut, matérialiste. Et il faut être motivé à chercher la vérité qu'il y a là-dedans, dans cette autre expérience-là, qui, à mon avis, est plus vraie de l'être humain. Il y a plus de vérité dans le fait que l'être humain n'est pas fait pour ressentir un manque continuellement. Il est fait pour expérimenter une certaine plénitude, une conscience d'exister qui amène une détente, une joie, parce que fondamentalement, l'existence humaine n'est pas faite pour être une expérience continuelle de manque. Vous voyez? Alors, il faut donc se
convaincre que ce que je vous propose, ça a l'air difficile, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'entraînement, ça demande beaucoup de conscience, ça demande de remettre en question la façon habituelle de vivre notre expérience humaine. Ça demande des efforts de conscience très profonds, mais ces efforts-là mènent à l'autre expérience, comme tout le monde parle, par exemple, de lâcher prise. Vous savez, lâcher prise, c'est une expression très importante. Les grands sages vont dire, c'est la base. Il y a un lâcher prise fondamental sur nos addictions à la satisfaction, sur notre façon matérialiste de vivre. C'est un lâcher prise fondamental. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait avec le mot lâcher prise? Ben, on dit que ça a du bon sens, rationnellement, puis là, on se dit, ben c'est vrai, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Mais ça ne va jamais jusqu'à l'expérience fondamentale par défaut qu'on vit, puis à laquelle qu'on vit et à laquelle on est identifié. Ça, la conscience ne va pas jusque-là. Alors, on va lâcher prise à droite, à gauche, mais c'est pas assez, c'est pas suffisant. Il faut lâcher prise sur l'illusion que notre identité humaine est celle qu'on vit présentement. Ça peut-tu être assez clair? Et tant que les amoureux commencent pas à aller dans cette direction-là, ben, ils vont en vivre des grandes souffrances, des impasses, parce qu'un jour ou l'autre, ils vont réaliser que l'amour qu'ils prétendaient trouver dans une relation ou dans l'amour d'un autre à l'extérieur, qui vient de l'extérieur d'eux, mène à une impasse. Alors, c'est comme si il faut réaliser qu'il y a un défi très, très fondamental ici, et que il faut être curieux de ce que ça veut dire, il faut être curieux de découvrir, y a-t-il une autre expérience humaine, un autre bonheur que celui que tout le monde prétend qu'on est? Il faut commencer à ouvrir notre esprit à cette possibilité-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, les gens, les sociétés occidentales commencent à ouvrir leur esprit à cette question-là. Tous les gens, la mode de la méditation, du yoga, etc., montrent qu'il y a de plus en plus de gens qui sont interpellés par cette curiosité-là. Il y a 30 ans, on ne faisait pas de yoga ni de méditation, il n'y en était pas question. Et là, on voit bien qu'il y a un questionnement qui commence à peine à surgir dans nos sociétés. Pour les amoureux, c'est très important de prendre conscience de ça, en particulier parce que c'est l'amour qu'on recherche dans une relation romantique, explicitement l'amour. Et comme je le dis dans mon livre, dans toute mon vidéo, l'amour, c'est votre vraie nature. Vous n'avez pas à le chercher dans une relation. C'est aussi clair que ça. C'est votre vraie nature. Vous ne le trouverez pas dans une relation. Pourtant, c'est clair, là, et tout le monde le cherche encore dans une relation. Oui, ça peut être dans une relation, mais à la condition que les deux êtres soient éveillés. Les deux partenaires soient éveillés. Éveillés, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre conscience que l'ancien mode par défaut de l'expérience humaine, on en est libéré et on veut vivre la plénitude de notre être et le partager avec la plénitude semblable d'un autre être, ou, à tout le moins, la recherche de plénitude
avec la recherche de plénitude d'un autre être. C'est pas la même chose. Ça, c'est l'amour entre deux êtres éveillés. Ça part pas d'un manque. Ça part d'une expérience différente de l'expérience humaine. Et le partage de cette expérience-là avec une autre personne. Dans ce cas-là, il y a beaucoup moins de danger de se désillusionner parce que chacun s'est déjà désillusionné lui-même ou elle-même sur lui-même ou elle-même. Alors, c'est comme si on ne multiplie pas l'illusion à la mélangeant à l'illusion de l'autre. Chacun se désillusionne, s'éveille à la vraie nature de l'être humain et le partage avec l'autre. Vous voyez? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tous les amoureux qui sont déjà en couple et puis qui reconnaissent, par exemple, que leur relation amoureuse bien, repose sur des bases conventionnelles, tu sais, ou traditionnelles, comme chacun a manqué de quelque chose, on compte sur l'autre, etc. Puis là, on négocie des transactions de la relation pour que ça soit le moins désappointant possible. Alors, pour les couples, donc, qui sont déjà dans une relation amoureuse, et puis qui se rendent compte que peut-être les souffrances, les impasses, c'est pas de leur faute, c'est qu'ils fonctionnent avec le paradigme inconscient, la façon inconsciente acceptée par tout le monde de c'est quoi l'être humain, l'expérience humaine, alors ils fonctionnent avec ça. Ils ne sont pas à blâmer de ne pas s'être éveillés à ça, très difficile à faire. Mais si par, mettons, les propos que je dis, des couples qui sont déjà en relation se rendent compte, ouais, ça se peut que les déceptions ou les souffrances qu'on a proviendraient de ça. On va arrêter de se mettre de la pression l'un l'autre, de se blâmer l'un l'autre pour nos souffrances. L'un l'autre n'a pas inventé le programme par défaut de l'être humain. On hérite de parents à enfants, de parents en enfants depuis quoi? Une dizaine de générations, une quinzaine de générations, je ne le sais pas. Alors personne n'est responsable de ça. Mais l'éveil à cette réalité-là peut se faire peu à peu à même la relation actuelle. C'est ce que j'essaie de montrer. Alors, je vous ai déjà montré, donné l'exemple de quand vous avez un irritant parce que votre manque, votre besoin n'est pas comblé et que vous blâmez l'autre parce qu'il ne comble pas votre manque. Je vous ai déjà dit, on arrête tout de suite la réaction typique, conventionnelle, qui est de blâmer l'autre parce que tu ne combles pas mon manque. Alors, ça veut dire que, on prend conscience de ce qu'on est en train de vivre, on prend conscience qu'on est pris dans l'addiction à une sensation de bien-être pour combler le manque. Et là, on réalise, c'est bien ça, c'est de cette façon-là que je comprends mon expérience humaine. D'une sensation agréable à l'autre, je vais être heureux. Alors, on en prend conscience et on décide de bifurquer, de modifier la réaction conventionnelle en autorisant la réalité à se passer comme elle est, sans référence à mon sentiment illusoire de manque. Et on lâche prise, on se libère tranquillement et on apprend à ressentir une espèce de liberté, de détente par rapport à la situation quand on n'oblige personne à combler nos manques. Vous voyez? Alors, petit à petit, de cette manière-là, on entre tranquillement dans une autre dynamique qui modifie tranquillement, petit à petit, la dynamique du couple. Et vous allez voir, deux partenaires qui font ça, bien, au lieu de se fâcher des différences qu'il y a entre les deux, on ne pense pas pareil, on n'est pas d'accord, etc., les partenaires vont découvrir on est semblables.
On est semblable. On est une expérience où on fait une recherche de notre expérience fondamentale d'être humain et on la fait de la même façon. On est semblable. Et quand on est semblable, ben, on ressent de la compassion, on ressent de la compréhension, on ressent de la détente, de l'amour. On est semblable. Voyez-vous? Et qui veut faire mal à son semblable? Alors, il y a un changement de dynamique qui s'installe tranquillement. Maintenant, il y a un autre moyen. Et là, je me suis préparé longtemps par l'introduction que je viens de faire avant de vous parler d'un autre moyen. Parce que cet autre moyen-là, c'est d'installer chez chaque partenaire d'une relation amoureuse une pratique de méditation. Alors, je fais attention avant d'introduire ça, parce que plein de monde parle de méditation, puis là, on va dire « Ah, je l'ai essayé, ça ne marche pas ». La plupart des gens, quand ils parlent d'essayer la méditation, c'est pas vraiment la vraie méditation qu'ils font, c'est qu'ils servent de ça comme pour essayer de se détendre. Ah oui, ça me fait du bien, ça me fait du bien. C'est pas ça du tout, la méditation. La méditation, ça fait pas du bien en elle-même. Soyons francs. Et c'est pas fait pour faire du bien en elle-même. Parce que la méditation, c'est un entraînement. C'est pareil comme si vous allez au gym, c'est pas de lever des haltères qui fait du bien. C'est après que vous avez fini de lever des haltères que vous êtes bien. C'est pas en courant que vous êtes bien. C'est quand vous avez fini de courir que vous ressentez le bien-être. C'est pareil avec la méditation. C'est un entraînement. Et il faut du courage pour s'entraîner, il faut du courage pour aller au gym, il faut être déterminé, il faut vouloir atteindre un but. C'est la même chose avec la méditation. Un entraînement. Mais c'est un entraînement qui donne des fruits si on le fait bien. Alors, je vais vous proposer une méthode de méditation. Il y en a plusieurs. Ma méthode, c'est pas la seule, mais c'est celle que je connais et je sais, pour avoir pendant une quinzaine d'années fréquenté différents maîtres, essayé différentes formules, je sais qu'elle est traditionnelle. Elle est valable dans les grandes traditions sur la méditation qui remontent à 2500 ans. Alors, je vais proposer une méthode en vous expliquant en même temps ce qu'est vraiment la méditation. Alors, méditer, ce que ça veut dire, c'est de devenir familier avec votre esprit. C'est s'entraîner à devenir familier avec votre esprit, de sorte qu'on puisse contrôler notre esprit dans le moment. Savez-vous qu'est-ce qui contrôle nos esprits? L'idéologie matérialiste qui nous fait rechercher continuellement à l'extérieur de nous des choses ou des personnes pour combler nos manques. On est arnaqué par l'idéologie matérialiste. Alors, d'apprendre à connaître comment fonctionne notre esprit et à le contrôler, c'est difficile, il faut aller déraciner profond. C'est pour ça que ça prend de l'entraînement. Alors, l'entraînement consiste à ceci. Il faut apprendre à notre cerveau à arrêter de penser ce qu'il pense déjà. On perd rien, il n'y a rien de vrai. On perd rien. Il n'y a rien de vrai dans nos opinions et nos pensées. C'est strictement des adaptations de notre cerveau pour survivre dans telle circonstance. Il n'y a rien de fondamentalement vrai sur l'expérience humaine là-dedans. Le cerveau n'a aucune idée c'est quoi le bonheur d'un être humain. Le cerveau, c'est un organe de survie. Du point de vue du bonheur, là, il n'y a rien de vrai dans notre tête. Alors, la méditation, ça consiste à se libérer du cerveau, d'une certaine manière, mais pas de tout le cerveau tout le temps. On s'en sert pour travailler, on s'en sert pour faire des tâches, on s'en sert pour faire plein de choses complexes. Ça, c'est merveilleux, c'est un organe extraordinaire. Mais pour décider c'est quoi l'être humain, la vérité de l'être humain, c'est quoi l'expérience du bonheur, non, c'est pas sa job.
c'est la conscience de notre existence qui a la vraie réponse à ça. Alors, la méditation, donc la méthode que je propose, c'est de s'asseoir confortablement, le dos droit, dans un moment de la journée où on n'est pas trop fatigué. On met le téléphone à côté de nous et on le programme pour l'horlogerie pour sonner au bout de 15 minutes. Disons, l'exercice dure 15 minutes. Et pendant 15 minutes, ce qu'on fait, c'est qu'on a l'intention de ne plus adhérer aux pensées qui nous passent par la tête. Alors, on demande au cerveau pour l'aider à arrêter de penser. Si on lui dit d'arrêter de penser, il ne le fera pas. Alors, il demande on lui offre une tâche concentrée sur les sensations de l'air quand l'air passe par le nez dans l'inspiration et l'expiration. Alors, c'est subtil, c'est une petite sensation. Alors, on demande à notre esprit de concentrer uniquement là-dessus et de ne pas se laisser distraire par rien d'autre. Alors, pendant qu'on fait ça, on continue d'être conscient de ce qui se passe. On entend des bruits, on sent des senteurs, on a des ressentis, des émotions. Le cerveau peut tenter de faire passer des priorités dans notre tête, le dîner, le souper, je ne sais pas quoi. Alors, on continue d'être conscient de tout ça. Mais on fait un effort pour laisser tout ça à l'arrière-plan et pas déranger, que ça ne dérange pas notre concentration. Vous voyez? Alors, de cette manière-là, on fait deux choses. On augmente la conscience de ce qui se passe et on augmente notre concentration en même temps. Vous savez, ce qu'on fait, c'est un peu comme, mettons, un serveur dans une salle de banquet qui a un cabaret avec des verres de vin, puis il doit aller porter ça à l'arrière, à une table d'invités à l'arrière de la salle de banquet, et il doit passer à travers toute la salle pour se rendre là sans renverser les verres de vin. Alors, il doit porter attention à deux choses, son cabaret et l'environnement et ce qui se passe. Et il doit faire ça en même temps. Vous voyez? Alors, c'est ce qu'on apprend à faire dans la méditation. Alors, on apprend à notre esprit à concentrer sur une chose tout en étant conscient de ce qui se passe. Alors, vous imaginez, quand on devient bon à faire ça, comment ça peut être un avantage dans notre vie. Au lieu d'avoir un free-for-all dans notre tête, alors, on est capable de contrôler ce sur quoi on porte notre attention et on est capable de laisser de côté tout le reste. Alors, on fait cet exercice-là pendant 15 minutes et au bout de 15 minutes, la sonnerie, et là, on fait un bilan de ce qui s'est passé. Alors, on va s'apercevoir qu'on n'est pas très bon, on n'a pas réussi beaucoup, on a été distrait ou on s'est endormi ou on est allé dans l'une pendant un bon bout de temps. Alors, c'est comme ça que, tranquillement, on réalise le fonctionnement de notre esprit. Il nous amène dans l'une, il nous fait nous endormir, il perd sa vigilance. Alors, on réalise que notre esprit fonctionne comme ça. Alors, c'est comme ça que de fois en fois, bien, on améliore notre concentration et on améliore notre vigilance de fois en fois. Et si on a de la misère, il faut augmenter encore notre concentration. Alors, c'est la remède. Si on a de la misère à faire ça, ça veut dire que notre concentration n'est pas assez forte. Alors, il faut augmenter notre concentration et maintenir le plus possible l'attention sur les sensations de l'air qui circulent dans le nez quand on inspire et quand on expire. Une façon d'augmenter la concentration, ce serait, mettons, de compter les respirations à la fois et d'essayer de se rendre jusqu'à 5. Si, à un moment donné, on se rend compte qu'on a été distrait, qu'on est parti dans l'une, bien là, on annule jusqu'où on est rendu et on recommence à 0. Alors, il faut, de fois en fois, essayer de se rendre jusqu'à 5.
Et c'est comme ça, c'est difficile, ça demande de l'entraînement. Mais quand on devient bon à faire ça, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ça va être facile. C'est comme n'importe quel exercice au gym, une fois qu'on le fait beaucoup, ça devient facile. Lever des poids, courir, ça devient plus facile. Alors, une fois que ça devient facile, bien là, ce 15 minutes-là devient facile. Ça devient un moment de tranquillité, de paix, où c'est facile de contrôler notre cerveau. Et là, on s'aperçoit qu'on débouche dans, non pas des pensées, mais une conscience de notre existence qui n'est pas dérangée par toutes sortes de pensées fausses. Et cette conscience-là nous procure une paix, une détente, un bien-être. Et c'est là qu'est le sentiment amoureux, de compassion ou d'amour qu'on est fait pour être, mais qu'on ne croit pas qu'il est là parce qu'on pense qu'il faut aller le chercher dans l'amour d'un autre. Vous voyez? Alors, par la méditation, c'est une autre forme d'entraînement. Alors, vous avez l'autorisation coupée dans les comportements conventionnels habituels, aller dans l'autorisation à être ce qui est ce qui est. Et la deuxième pratique, c'est la méditation. Vous allez me dire, c'est difficile, c'est vrai, mais l'amour, c'est probablement, dans un couple romantique, là, c'est le défi le plus grand de l'être humain, à mon avis. C'est très difficile. Très difficile. Pour le réussir, il n'y a pas d'autre chemin que de faire cette mutation-là dans notre façon d'aimer. Il n'y a pas d'autre manière. Sinon, ça va rester extrêmement difficile. Alors, il ne faut pas se le cacher, là. C'est vraiment difficile d'aimer la même personne pendant des années sans faire cette mutation-là. Ça arrive, il y en a qui réussissent, mais ça prend beaucoup de facteurs favorables. Beaucoup de facteurs favorables. Alors, c'est pourquoi c'est mon but, comme je suis thérapeute de couple depuis une trentaine d'années, et puis que j'en ai vu beaucoup, et puis je vois que réparer le programme par défaut, ça ne marche pas beaucoup, mais je me suis rendu compte que le défi était beaucoup plus grand que ça, et je n'ai pas le choix aujourd'hui d'en parler et de vous en faire part. C'est difficile, mais ça vaut la peine. On découvre notre vraie nature. Et on découvre que notre vraie nature n'est pas du tout ce qu'on a toujours pensé que c'était. C'est une découverte merveilleuse. Mais ça demande des efforts, ça c'est certain. Alors, bon courage et à la prochaine. Au revoir.